Disco Lac et Montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et cette semaine, nous avons encore une équipe au complet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous sommes tous présents et nous en sommes ravis. Ravis, bien évidemment. Bien Moi, évidemment. doublement. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont Radio Grand Lac et la 16/9e et les autres. Ça sera réutilisé quand on évoquera Clint Eastwood un petit peu plus tard dans l'année. Mais oui, certainement. Cela ne saurait tarder vu que monsieur devrait sortir son dernier film fin octobre. Waouh. Ah, c'est prévu ? Le 30 octobre. Ok, très bien. Ah, c'est bizarre parce que d'habitude, c'est un homme de janvier. C'est un homme de janvier. Oui. Il a combien là ? 94 ans. 94 là, ils ont peut-être peur. À un mois près, ils se disent. Bah, faudrait quand même qu'il voit son film. Ouais. Bon, on n'espère pas. Bref. En parlant de papy, hein ? En parlant de papy, cette semaine, alors gros programme, parce que alors, comme je m'en plains assez régulièrement, et je trouve que c'est encore le cas cette semaine, c'est que la distribution des films, par moment, m'étonne. Et cette semaine, on arrive à un embouteillage de grosses sorties. C'est vrai. Un truc de dingue. Je pense qu'il y aura, comme je dis souvent, il y aura qui se concerte un peu. Hein. Il y aura des blessés dans cette histoire, je pense. Oh oui. Mais en tout cas, on va vous parler dans un premier temps des sorties de la semaine, puis ensuite, nous vous donnerons nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Alors, c'est très simple, j'en ai vu qu'une. C'est ni chaîne ni maître, pour vous dire à quel point il y a la différence de sorties importantes d'une semaine à l'autre. Ouais, tu me diras justement, puisque pour moi, c'était soit ça passe, soit ça casse, donc tu me diras. La vérité est sans doute entre les deux. Et enfin, nous finirons sur un focus consacré cette semaine au grand réalisateur Francis Ford Coppola, que je pense tout le monde connaît pour avoir réalisé la trilogie du Parrain, Apocalypse Now, Dracula, Jack. Comment il s'appelle ? Cotton Club, Outsiders, Tucker, oui. Rusty James. Très bien. Je vais dire THX, non, c'est pas lui, THX. Il l'a produit avec George Lucas, ouais. Mais ça a été un gros flop, mais, a priori. Voilà, donc un beau programme. Et alors du coup, on va commencer sans plus tarder par les sorties de la semaine, parce qu'il y en a un paquet et de très importantes. On commence par Guillaume, vas-y Guillaume. Oui, donc on a dit... Excusez-moi, sort Megalopolis, donc de Francis Ford Coppola avec Adam Driver, Nathalie Emmanuel et Giancarlo Esposito. Je rajouterai peut-être juste Shia LaBeouf. Bref. Oui. Alors, Megalopolis, est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La vie de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre Cesare Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de Cesare Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. On écoute bien évidemment un extrait. Comment un empire meurt-il ? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant ? Non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Ne laissons pas le présent détruire l'avenir. Ce sera disponible alors aux Toiles du Lac, au Pâté Chambéry et à l'Astrée à Chambéry. En tout cas, on a hâte de le découvrir, même si les retours sont plutôt négatifs pour le moment. Oui, en tout cas, c'est très particulier. C'est un film autoproduit qui a eu du mal à se faire distribuer, donc rien que pour ça, on a envie de le voir. Oui, puis on vous en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est surtout une Arlésienne vieille d'il y a plus de 40 ans qui se réalise enfin. Moi, j'aurais dit 30, mais pourquoi pas 40 ? Oui, c'est 40. Que j'avais envie de dire 30, mais après je me suis dit, c'est vrai que ça commence à dater que je dis 30. C'est son requiem, je pense. Je pense que c'est son dernier, c'est son saut de l'ange, je pense. Exactement. Il renoue avec une vision onirique et puis un peu fantastique, quelque part, de son cinéma qu'il a déjà eu. Et dans quoi ? Un peu lyrique. Onirique. Dans la vision qu'il a des scènes qu'il nous donne, Apocalypse Now, comme dans Apocalypse Now par exemple.
par moment. Pas forcément d'accord, mais on y verra. On y verra tout à l'heure. Il va y avoir débat, mesdames et messieurs. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Le prochain film, Vincent, Alors, tu le prends ou je le prends comme tu veux. Un week-end à Taipei, aux Toiles du Lac, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de George Huang avec Luke Evans, Gwei Lun Mei et Sung Kang. Je sais pas. John Lawler est un redoutable agent de la DEA pour qui le travail passe avant tout. De l'autre côté du globe, Joey Kwang vit sa vie pied au plancher. Au volant, il n'y a pas meilleur pilote qu'elle. Ils se sont rencontrés à Taipei. Leur histoire a été folle, brûlante, passionnée, mais de courte durée. 15 ans plus tard, le destin les réunit de nouveau à Taipei, dans un monde où le danger rôde à chaque coin de rue. Seule la passion qui les avait unis autrefois pourra les sauver. On écoute un extrait. Qui t'a brisé le cœur ne reviendra pas. Ça fait maintenant 15 ans. Notre bien-aimé fils, El Mouchard. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as retrouvé? Maman, qui c'est? Maman, quoi? T'as un fils? Tu es en danger. Voilà, une petite comédie d'action. Ça, c'est ta cam, ça. Oui, Ça, c'est pour toi. Ça, j'aime bien. Je ne m'y déplacerai pas. Non, mais je m'y déplacerai. Oui, mais ça, je le sais. C'est bien pour ça. Oui. Moi, j'aime bien. Pam pam boum boum vroom vroom. Qu'est-ce qu'on se marre. En plus, il découvre qu'il a un fils. Enfin voilà. Allez. Oh, mon Dieu. C'est une production EuropaCorp en plus. Allez, ça se refuse pas. Ouais. Netflix, ça aurait suffi pour moi. Mais bon. Autre sortie, L'heureux élu de Franck Belloc avec Camille Lelouch, Gérard Darmon et Michel Larocque. Ça sortira aux Toiles du Lac et au Pâté. L'histoire de Benoît qui, pour soutirer de l'argent à ses parents, demande à une amie de se faire passer pour sa future femme lors d'un séjour en famille au Maroc. Mais lorsque cette dernière se désiste le jour du départ, il n'a pas d'autre choix que de proposer le rôle de sa fausse fiancée à Fiona, son chauffeur Uber. La jeune femme, au tempérament impulsif et sans filtre, détonne dans la famille bourgeoise de Benoît. Entre le franc-parler et les gaffes à répétition de Fiona, Benoît va avoir du mal à convaincre ses parents qu'il a trouvé l'heureux élu. On écoute un extrait. C'est quoi la carotte? Non, il n'y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je compte financer le mariage. Faut que je ken? Non, ce sera pas nécessaire. Ça va le faire, t'inquiète. Voilà. Je sens l'engouement. On va pas se mentir, c'est Mon incroyable fiancé au cinéma. C'est un peu ça. Hein. Voilà. Ça me dépasse. Je vais me taire par respect pour les gens qui travaillent sur ce film. Oui, voilà. Moult fois à peu près ce genre de scénar un peu convenu. Oui, puis alors, comment ça va se passer à la fin? Ouh là là. Il y a une surprise, on est très... Enfin bref, bon, je ne vais pas critiquer. Je saurais trouver mon plaisir de week-end à Taipei, moi. Largement. Ou alors peut-être dans l'autre sortie. Mais oui, Guillaume. Puisque sort Motherland, le nouveau film de Alexandre Aja avec Halle Berry, Percy Dax 4 et Anthony B. Jerking. Depuis la fin du monde, June protège ses fils Samuel et Nolan en les confinant dans une maison isolée. Ça nous rappellera des choses. Ils chassent et cherchent de quoi survivre dans la forêt voisine, constamment reliés à leur maison par une corde que leur mère leur demande de ne surtout jamais lâcher. Car, si l'on en croit June, la vieille cabane est le seul endroit où la famille est à l'abri du mal qui règne sur la terre. Mais un jour, la corde est rompue et ils n'ont d'autre choix que de s'engager dans une lutte terrifiante pour leur propre survie. On écoute un extrait. Une maman et ses 2 fils, à qui rien de mal ne pouvait arriver tant qu'ils restaient reliés à leur maison. C'est de l'ambiance. Hein. Ça sera disponible aux Toiles du Lac, au Pâté, comme la sortie précédente, on avait oublié de vous le dire. Ça fait vu et revu. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mix entre... Tu sais, le truc avec Sandra Bullock où ils peuvent pas regarder. Bird Box. Ouais, j'ai pas vu ça, Bird Box. Ça a l'air d'être un mix entre ça et le silence. sans un bruit. Sans un bruit, voilà. Ouais, un truc voilà. comme ça, hein, avec le silence. Ouais, Sauf que là, c'est la corde. Bon, ma foi, comme beaucoup de films de ce genre-là, quand même, se retrouvent souvent un peu dans la même lignée scénaristique. Après, c'est une valeur. Alexandre Aja, on va dire que c'est une valeur sûre. Oui, puis il y aura au moins 1 ou 2 séquences, on se dit, ça valait le coup de faire le film. En général.
en général. Puis Bon, Berry. Oui. Bon, on va aller vers ce côté-là, si vous voulez bien, avec Oui, tout à fait. un nouveau genre. Emmanuel, qui sort au pâté Victoria et Lastrée, de Audrey Diwan avec Noémie Merlan, Naomi Watts et Will Sharp. Emmanuel est en quête d'un plaisir perdu. Elle s'envole seule à Hong Kong pour un voyage professionnel. Dans cette ville-monde sensuelle, elle multiplie les expériences et fait la rencontre de Kay, un homme qui ne cesse de lui échapper. On écoute un extrait ? Attention. Je me demandais, que se passe-t-il dans la tête d'une personne devant une porte fermée quand elle ne sait pas si elle est réellement désirée ? Si elle pousse cette porte, soit elle franchit un interdit, soit elle comble un désir. Réponse demain. Je sais pas, les retours ont l'air de dire quand même qu'il y a la dose de scènes sulfureuses, visiblement. Alors, ce qui est surprenant, c'est que le film est interdit aux moins de 12 ans. Alors, bon, faites attention quand même. Alors que, bon, l'original était bien interdit aux moins de 16 ans. Ah ouais, mais ça sortait à une autre époque aussi, mon cher Kevin. Je comprendrais pas le remake de ce truc-là. Alors apparemment, parce que quand même le Emmanuel initial a quand même un peu défrayé la chronique quand il est sorti, et à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était quand même assez très 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 sulfureux pour l'époque en fait. Encore que maintenant finalement. Je pense que l'intérêt de ce remake est peut-être d'intellectualiser. Mais qu'est-ce que tu bois de je ne sais pas, voilà. D'intellectualiser, je pense, cette histoire qui, on va pas se mentir, sur le film original, c'est catastrophique. Hein. Les dialogues sont complètement achetés par la fenêtre. Hein. C'était un porno soft. On est d'accord, l'original, tu sais même pas. Oui, encore. Hein. D'accord. Ok. Voilà, c'est soft. Hein. Autre sortie, Les Belles Créatures, qui sortira au Victoria cette fois c'est à mon tour cette semaine. Ça y est, vas-y. Alors, Gudmundur Arnar Gudmundsson avec Birgir Dagur Bjarkason, Askell Einar Balmason et Victor Benoni Benediktsson. Un film qui vient du Nord. L'histoire de Hadi, 14 ans, qui est élevé par sa mère clairvoyante, qui perçoit l'avenir dans les rêves. Il prend sous son aile Bali, un garçon introverti et en marge, victime d'harcèlement scolaire. En l'intégrant à sa bande, ces garçons désœuvrés et livrés à eux-mêmes explorent la brutalité et la violence comme seul moyen d'expression et d'exister. Alors que les problèmes du groupe s'aggravent, Hadi commence à vivre une série de visions oniriques. Ces nouvelles intuitions lui permettront peut-être de les guider et de trouver leur propre chemin. Réponse demain. Voilà. Il n'y a pas de bande-annonce, évidemment. Par contre, le synopsis m'a donné envie. Bizarrement. Pourquoi pas ? C'est intéressant, oui. Ouais. Alors, autre sortie, Riverboom, qui sortira exclusivement Victoria de et avec Claude Bechtold, je pense qu'on dit comme ça, ouais. Mais aussi Paolo Woods et Serge Michel. Donc, un an après les attentats du 11 septembre, le photographe Claude Bechtold se laisse embarquer par deux reporters risque-tout dans un périple à travers l'Afghanistan en guerre. Avec sa caméra vidéo achetée sur place, il va capturer en images ce road trip. Donc, c'est bien évidemment un documentaire que vous retrouverez exclusivement au Victoria. Et la dernière sortie, Vincent Wolves, qui sort donc sur Apple TV+, le 27 septembre, de John Watts avec George Clooney, Brad Pitt et Amy Ryan. Donc que des inconnus en fait. Un professionnel est chargé de nettoyer une scène de crime lorsqu'un second professionnel intervient sur les lieux. Les deux loups solitaires se trouvent contraints de faire équipe et embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu. On écoute un extrait. Je savais pas que des gens comme vous, ça existait. Ça existe pas. Personne fait ce que je fais. Vous êtes qui ? Je suis là pour gérer votre problème. Qui vous a contacté ? Ah, c'est pas vrai. Voilà. Je regarderai parce que c'est en streaming, je le reconnais, mais sinon je me déplacerai pas au cinéma. Ah, bon, moi je me suis déplacé pour Clooney et Brad Pitt. Voilà, la dynamique fonctionne, mais le film a l'air atroce. Alors, je ne sais pas parce qu'ils ont déjà commandé une suite. Donc je pense qu'ils partent du principe que le duo marche bien, ça on le savait déjà, mais que ça doit être de assez bonne qualité. Mais encore une fois, ça sent un peu le réchauffer, tout ça. C'est le genre de truc qu'on a déjà plus ou moins vu, les confrontations entre deux tueurs, on dirait une certaine notoriété. Bang, un peu. Ouais. Tu sais, je sais pas si c'est avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer. C'est vrai. Enfin, on verra.
Non, mais j'ai envie de tenter. Sur Apple TV+. Voilà. Je pense que ça peut être divertissant. Voilà, ça divertira son homme. Écoutez, mesdames et messieurs, si vous ne voulez pas passer un week-end à Taipei, vous pouvez passer un week-end avec George Clooney et Brad Pitt. Ou vous pouvez passer un week-end en compagnie d'Emmanuel aussi. D'Emmanuel ou de Coppola pour Megalopolis. Et on va faire une première pause musicale. Et vu qu'on a parlé d'Emmanuel, bien évidemment, on va s'écouter Emmanuel de Pierre Bachelet, tiré du film Emmanuel de 1974. On se retrouve tout de suite après. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou Radio Grand Lac, l'application smartphone. Qui marche très bien d'ailleurs. Qui marche très bien. Guillaume l'a essayé. Oui. Tu l'as essayé à Villefranche. Oui, à Villefranche-sur-Saône. En tout cas, quand je revenais d'un tournage, elle marche du tonnerre. Et elle marche aux États-Unis. Avec un VPN peut-être. Et elle marche à Taipei. À Ouagadougou. Faudrait essayer, faut demander. Écoutez, si vous habitez loin et que vous entendez le smartphone, n'hésitez pas à nous le dire. Nous avons des auditeurs qui viennent de Suède. Ils nous disent que ça fonctionne, effectivement. Formidable. Eh bien, écoutez, maintenant, nous avons parlé des sorties de la semaine. Et là, nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons parler des sorties de la semaine dernière et des sorties précédentes que nous vous avions déjà conseillées ou déconseillées, mon cher Guillaume. Eh bien, on vous conseille toujours le Disney Vice Versa 2. Qui est toujours là. Oui, toujours là. Après combien de semaines, je ne sais plus. Oh là là. Nous conseillons toujours le Comte de Monte Cristo qui a atteint les 8 millions d'entrées. 8 millions et demi, presque. Ouais, il va peut-être finir sa course à 10. En tout cas, les 9 millions sont acquis. Bon. Voilà. Certainement les 10. Deadpool et Wolverine, bien évidemment. Emilia Pérez de Jacques Audiard. Le film de Daniel Auteuil que notre ami Kevin avait grandement apprécié. Oui. Et on vous conseille également le nouveau film de Tim Burton, Beetlejuice. Et en revanche, par contre, nous vous déconseillons le film Jamais plus. Qui est définitivement trop resté en salle, à mon goût. Alors, on risque de reposer la question, mais vraiment, je me rappelle déjà plus. J'ai déjà demandé la semaine dernière. La comédie dramatique avec Blake Lively. Ah oui, c'est vrai. Mais ils ont bien choisi le titre, en tout cas, Jamais plus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Jamais plus. Ouais, mais ils profitent de la vague, vu que le film de son mari est toujours en salle. Oui, voilà. Et le retour, en fait, Beetlejuice, ça donne quoi? J'ai pas trop suivi. Au niveau de l'audience, ça marche bien. Ça marche pas mal. Ouais. Ça marche très très bien. Je peux encore aller le voir. Mais surtout aux États-Unis, il a dépassé les 300 millions, donc c'est déjà parmi les Burton qui ont le mieux marché. On va ravi. Pour lui. Cette semaine, c'est toi qui vas nous parler du seul film que tu as vu. Oui, parce que même si j'ai déjà vu le nouveau François Ozon, Quand vient l'automne, qui sortira la semaine prochaine, eh bien je vous en parlerai. Soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Mais en tout cas, j'ai pu voir aussi Ni chaîne, ni maître, ce film sur l'esclavage sur l'île Maurice, avec Benoît Magimel et Camille Cotin. Guillaume était inquiet. Ah oui, tout à fait. L'abondance donnait envie, en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Clairement. Et je vous avoue que je suis un peu partagé parce que je suis sorti de la salle assez satisfait, même s'il y a une certaine part très contemplative dans le film. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où on se croirait être un peu, on va pas y aller franchement, mais un peu dans du Malick. Voilà, il y a de très 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 beaux paysages en même temps. C'est paradisiaque. Et cette idée d'avoir l'enfer au paradis est intéressante. Et ce qui est réussi, par contre, c'est véritablement de nous dépeindre, et on le voit dans très peu de films au final, l'esclavage par les Français. Et l'esclavage dans sa version, on va dire, la plus hard. Hard, en fait, on va dire dans sa version la plus législative, on va dire. C'est au mot près. C'est-à-dire que dans la loi, on te dit que la première fois qu'un esclave s'évade, on le marque un coup de fleur de lys. La deuxième fois, on lui coupe les oreilles et les jarrets. Et la troisième fois, on le tue. Et je n'avais, alors
peut-être que on me dira le contraire. Je n'avais encore jamais vu, mais j'en avais déjà entendu parler dans des livres et tout ça. Je n'avais encore jamais vu en salle le coupage d'oreilles et de jarrets lié à l'esclavage. Et oreilles, si j'avais entendu ça. C'est vrai que c'est assez, voilà, c'est montré de manière assez brutale, assez froide, assez crédible, réaliste. Ça fonctionne très très bien. Benoît Magimel. Bon, on sait qu'en méchant, il est très très bon. Ça, j'en ai marre de le voir partout, moi. Ouais, mais tu le vois pas beaucoup dans le film. Bon, tu le vois beaucoup au début, et après, c'est vraiment la traque de Camille Cotin et ses deux fils. Ah, voilà. Elle, j'ai envie de la voir. Et Camille Cotin est vraiment très intéressante. Alors, forcément, il y a ce côté que c'est un personnage qui a aussi vécu ses drames, mais pour autant, tu n'arrives jamais à te dire, bon, je peux arriver à le comprendre. Non. Tu t'attaches pas à elle, ouais. Ça reste, tu peux t'attacher à certaines séquences, mais ça reste une ordure, in fine. Quelqu'un qui, clairement, n'agit pas pour le bien. Et qui arrive véritablement à incarner cette figure d'antagoniste, de traque, limite par moment t'as peur de la voir arriver à cheval, quoi. Elle a une dégaine, en plus je trouve qu'elle est extraordinaire dans son rôle. Elle était bien mise en scène alors. Ah oui, franchement la mise en scène est très très bonne. D'ailleurs c'est un premier film de la part de Simon Monteiro qui avait scénarisé Goliath, qui était aussi un très bon film avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Exact, oui. De Frédéric Tellier, tout à fait. Et donc niveau réalisation, j'ai rien à dire. Le problème va être véritablement que j'ai eu du mal dans les 20 dernières minutes qui sont étonnamment les plus lentes, les plus longues, parce que l'intrigue s'est un peu résolue un peu plus tôt, et du coup les 20 dernières minutes sont un petit peu longuettes. Après, la morale, elle prend quand même aux tripes, et le film fonctionne très très bien, et il a le mérite en plus de nous montrer quelque chose qu'on avait peu vu avant au cinéma. Oui. L'autre exemple que j'avais en tête, mais c'est un exemple de comédie, c'était Casse Départ. Qui est plus malin qu'il n'y paraît, je trouve. Qui est très malin, très malin. Je trouve que le message est mieux distillé de ce fait que d'avoir un message un peu très manichéen en présentant les choses toujours sous un angle un petit peu. Il y a les méchants, il y a les gentils. On sait qui sont les méchants, qui sont les gentils. C'est toujours ce qui m'inquiète un peu et qui me dérange un peu, moi, dans. Oui, bon, après, dans certains pans de l'histoire, il y a quand même un petit peu de manichéisme. Mais Camille Cotin, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'antagoniste, mais ce n'est pas, on te le dit clairement, t'as intérêt à te faire attraper par elle parce que c'est pas la pire. Tu vois, il y a ce côté-là, tu vois. Parce qu'en fait, elle ramène ses victimes. Alors que les autres, ils les tuent. Les autres, ils tuent sur place. Il y a une ambiance western ou pas, un petit peu? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Je sais pas, je la voyais à cheval avec un chapeau. Je me suis dit, ça se trouve, ça fait un peu. Non, moi, ça m'a beaucoup fait penser à ces films de jungle, un peu, où t'as ce genre d'éléments de traque dans la jungle. Tu vois, d'essayer de se dissimuler. Voilà. Et je trouve que le décor est très, très, très bien filmé. Et puis évidemment la plus grosse crainte c'est quand tu arrives sur la plage, parce que là forcément sur la plage si on te voit. L'acteur principal n'est pas très connu, Ibrahima Mbaye. Très convaincant. Très il n'est pas connu mais il est très bon. Oui, okay, vraiment. Et alors je n'ai pas son nom, mais l'actrice qui joue sa fille est aussi très très douée. De toute façon niveau interprétation je n'ai rien à redire. Franchement, à part peut-être les fils de Camille Cotin, il y en a un qui joue un petit peu le salaud pour être le salaud. Mais c'est un peu trop convenu. Il en faut un, j'ai envie de dire, à chaque fois. Donc bon, voilà. Donc c'est un grand oui. C'est un pourquoi pas. C'est un oui. C'est un oui. C'est pas un grand oui. En fait, ça pourrait être mieux, mais je me dis que pour une première réalisation, en fait, ça pourrait être mieux en termes, je trouve d'efficacité, de puissance, d'impact sur la fin. Si on sortait un premier film comme ça serait déjà pas mal, quoi. Ah, franchement, c'est un bon premier film. C'est très prometteur. Eh bien. Et s'il enchaîne sur le sujet, pourquoi pas. Et d'ailleurs, en termes de dureté, je dirais aux gens qu'on se situe vers un 12 Years a Slave. Donc quand même sensible s'abstenir si vous supportez pas ce genre d'image, mais ça fait du bien aussi de se rappeler quand même de ce qui s'est passé dans le passé. Nous allons passer à nos conseils télé. Vincent, tu as un conseil télé tout particulier qui se... Oui, on peut dire ça, parce que je pense qu'il n'est pas très très connu, ce film, en définitive.
Ça se déroule le vendredi 27 septembre sur Gulli à 21h05. Et c'est Mathilda, du prénom de l'héroïne. Et c'est Danny DeVito qui interprète et joue dans ce film également, qui est sorti en 1996. Pardon ? Et réalise. T'as dit interpréter et joue. Oui, pardon, excuse-moi. Interprète et réalise, oui, tout à fait. Danny DeVito en 1996, c'est son 4e film. Je pense que les gens se souviendront peut-être La Guerre des Roses, qui était un des plus connus de Danny DeVito en tant que réalisateur. Et donc c'est tiré d'un roman de Roald Dahl, qui devrait dire quand même certainement quelque chose à beaucoup d'entre nous. Donc Charlie et la chocolaterie, par exemple, ou des tas de choses qui ont été adaptées à l'écran, tirées de bouquins de jeunesse, entre autres. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille au sein d'une famille qui est très très bof, on va dire, qui est, comment dire, dans le registre très consommateur, etc. Et donc cette jeune fille qui est éminemment intelligente va essayer de trouver finalement sa place au sein de cette famille et de cette vie qui s'offre à elle. Et il y a toute une petite un petit déroulement de choses cocasses et assez savoureuses qui se passent à l'école. Et elle a 6 ans et demi, hein, donc c'est vraiment tout jeune et elle est vraiment très très intelligente. Donc j'en dis pas plus. Pour ceux qui seraient intéressés, je pense que ça peut être une belle découverte et c'est un film très ludique, très bien joué, très malin, je trouve, dans la réalisation et avec beaucoup de surprises et puis on participe en tant que spectateur au déroulement de l'histoire de l'intrigue et il y a une fin bien entendu quand même heureuse, mais ça va pas sans mal quand même tout au long et on se pose moult questions tout au long de l'histoire en se disant mais comment ça va se terminer tout ça. Un petit conseil, ne mangez pas de gâteau au chocolat devant. J'ai jamais vu moi encore, mais pourquoi pas. Alors, moi j'ai vu très 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 jeune, mais j'en ai gardé un bon souvenir. J'ai bien aimé. C'est très malin, je trouve. L'actrice, la jeune actrice, c'était celle qu'on avait déjà vue dans Madame Doubtfire à l'époque. Alors qui jouait la gamine, ouais. La toute dernière. C'est son nom, c'est quoi? C'est Mara, non? C'est pas Mara. Oui, je crois que c'est ça. Mara Wilson, c'est celle-là. Oui, je ne sais plus. Je sais plus. Voilà. Autre conseil télé, mon cher Guillaume. Alors moi, ce sera plus divertissant. Plus divertissant. C'est très divertissant, hein, Mathilda. Hein, c'est très très divertissant. Hein. Alors plus bas de plafond. Alors plutôt pour dire. Bas de plafond. C'est dans les airs. C'est dans les airs, exactement. Puisque passe demain sur W9 le film Air Force One de Wolfgang Petersen avec bien évidemment Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close et j'en oublie certainement. De quoi ça parle en fait? Ça fait partie du genre ce qu'on appelait les Die Hard-like. Donc suite au Piège de cristal ou 58 minutes pour vivre. Oui, parce qu'il est juste avant Une journée en enfer, Die Hard 3. Bref, donc en gros, c'est le président des États-Unis qui incarne Harrison Ford, qui fait un discours pour la paix, qui prend son avion pour rentrer aux États-Unis. Et en fait, il est pris en otage par une bande de terroristes russes qui veulent faire libérer leur général et tout ça. S'ensuit alors un combat, Harrison Ford seul contre tous dans l'avion et il va éliminer au fur et à mesure les terroristes. Franchement, c'est jouissif. Il leur en met plein la tronche tout le long. Ça finit vraiment d'une manière spectaculaire, hormis, comme je dis, les derniers plans sur l'avion qui sont pas très jolis. Mais franchement, si vous voulez passer un mercredi soir tranquille, après ça 30 ans, hein. Avec un film d'action. Oui, mais tu as dit c'est jouissif. C'est le terme, je pense. Exactement ça, c'est jouissif. Harrison Ford, dès qu'on le voit dans un film d'action, et là, avec la VF, le descend de mon avion, camarade. Voilà, ça passe à tous les coups. Richard Darbois, forcément. Bon, la seule chose qui me dérange un peu, et on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'ils disent Air Force One à tout bout de champ, donc c'est un peu pénible au bout de oui, mais c'est à la gloire de l'Amérique, bien sûr. Puis en plus, c'est un président démocrate qui fait un discours contre la guerre et tout ça, sauf que 10 minutes après, dans le film, il a un MP5 et il dégomme tout le monde. Il le compare à Kennedy, je crois, à un moment d'ailleurs. Oui. Enfin, il y a plein de... Bref.
Il faut le voir. Gary Oldman est vraiment. Gary Oldman. Il est génial en terroriste. Je n'en dis pas plus, mais il y a une séquence de sauvetage complètement ubuesque. Oui. Là, vous n'avez jamais vu ça aussi. Cliffhanger peut aller se rhabiller. Non, mais Wolfgang Petersen, c'était. Ah, moi j'aime bien comme réalisateur. Ah, j'aime beaucoup aussi. Dans la ligne de mire de Clint Eastwood. Puis après, il y a moi je pense 3. que son pic arrive plus tard avec 3 et je sais plus, il y en a un autre. Et puis il y a, c'est le réalisateur de Poséidon. En pleine mer. U-Boat aussi. U-Boat, oui, mais ça c'est bien avant. C'est Das Boat, oui. Même. Das Boat. Oui. Non, c'est U571 voilà. et c'est Das Boat, le bateau en français que j'ai jamais vu encore, mais qui est un film très immersif, visiblement, oui. Puis avec beaucoup de suspense, oui. Ouais. Donc pour ma part, c'est mercredi sur W9, Air Force One. Jeudi. Vous pouvez y aller. Mercredi ou jeudi? Jeudi. Jeudi, parce que mercredi, vous aurez La chute du Faucon Noir à 21h sur la chaîne L'Équipe, réalisé par Ridley Scott à l'époque quand il se la pétait pas trop et qui faisait des très 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 bons films efficaces. J'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu. Alors je l'ai découvert que très récemment. Je l'ai vu l'année dernière, je crois. Oui, l'année dernière. Quand on avait fait le live Ridley Tout à fait. Et j'ai découvert directement parce que évidemment quand il est sorti, j'aurais pu le voir. C'est des scènes d'action époustouflantes. Et puis c'est l'histoire on va pas se mentir, d'une débâcle. Total sur tous les plans et alors qui quand même se termine par la gloire américaine. C'est ça qui est extraordinaire. Ils sont forts quand même, ces Américains, parce qu'ils ont réussi à en sauver, donc ils avaient forcément voilà. Mais alors là aussi le casting est complètement dingue. Il y a Josh Hartnett, il y a Orlando Bloom, Eric Bana, Evan McGregor, Tom Hardy. Il joue dans Matt Damon. Non, il n'y a pas Matt Damon. Ah non, je confonds avec Green Card. Green Zone, pardon, Green Zone, ouais. Il y a Tom Hardy, Tom Sizemore, Eric Bana, voilà, super. William Fisher, oui, Eric Bana. William Fisher. Jason Isaac il y a même Nicolas Coster-Waldau qui a été assez Hugh Dancy, non, j'étais plus à court et pleine. Ouais, c'est sûr. Mais véritablement, c'est un film de guerre que j'ai vraiment trouvé très 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 efficace. Ouais, je le revois. Et alors. Faut aimer les films militaires parce que là vous allez vous fader avant que ça réellement que ça commence. Vous allez vous fader du jargon militaire pendant une demi-heure. Vous êtes un peu perdu en disant c'est opération quoi, machin, ils font quoi, qu'est-ce qu'ils font, machin. Ouais, c'était ça. Et puis on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, je trouvais. Ah non. En fait c'est ça le problème, c'est que tu ne t'attaches pas au personnage. C'était vraiment là pour te rendre compte de l'horreur finalement d'une simple erreur d'appréciation stratégique finalement. Oui et non, parce qu'en fait, ils sont dépassés par les événements, par le fait qu'il y a une horde de. En fait, il fallait pas attaquer à ce moment-là, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Voilà, ils se sont un peu trompés, effectivement, dans le timing, sans doute. Et puis, surtout, ils ont sous-estimé, a priori, les forces en présence. Et ils se font assez vite déborder par le. C'est en Somalie, non ? Numérique. C'est en Somalie, il me semble. Oui, tout à fait. Donc voilà pour nos conseils télé. Écoutez, nous allons faire une deuxième pause musicale avant notre focus sur Francis Ford Coppola. Et pour annoncer ce cher Francis, nous allons écouter A Love Song for a Vampire de Annie Lennox du film Dracula. On se retrouve tout de suite après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et l'équipe est au complet ce soir pour la fin de cette émission consacrée à Francis Ford Coppola. Voilà, un petit réalisateur pas très connu. Non, effectivement. Voilà, un petit nouveau. Oui, il a vraiment rien reçu en récompense. Au final, il a pas fait tant de films que ça, c'est ça qui me. Alors non. Comparé à Ridley Scott, il y a quelques minutes. Et il a tardé finalement, je trouve, à se faire connaître. Finalement, parce que c'est le parrain qui l'a fait connaître. Mais nous allons revenir en large. N'hésitez pas à me couper, bien évidemment, sur cette présentation de Francis Ford Coppola. On va aller très rapidement sur la jeunesse. Il est né le 7 avril 1939 à Détroit, Michigan. Il s'est inscrit ensuite à l'université de Californie à Los Angeles dans le département School of Theater, Film and Television, où il a quand même sorti avec un très beau prix. Et puis, c'est dans cette école qu'il a rencontré un petit jeune, Jim Morrison, futur chanteur des Doors. Je me trompe pas?
Oui, Oui, tout à fait. bien Oui, sûr, qui fera bien sûr. la chanson Jim est Doors, Morrison. qui fera l'introduction This is the de... end. My only friend, the end. Que j'aurais pu passer ce soir. Le Tout à problème, fait. c'est que la chanson est beaucoup trop longue. Voilà, elle n'est pas radiophonique. Au début des années 60, Francis Ford Coppola commence sa carrière en faisant des films à petit budget sous la houlette de Roger Corman. Et un de plus qui est allé à l'école Roger Corman. On pourrait parler de Scorsese, Cameron. On peut quand même dire une petite chose aussi, c'est qu'il est passé du théâtre au cinéma grâce à un film qui s'appelait Elzheim. Comment il s'appelle, le réalisateur russe Là, j'ai pas. Là, j'ai plus. Il faut absolument que Eisenstein. Oui, mais c'est avant ou après sa période scénariste? Non, c'était c'est ce qui lui a donné envie c'est un petit peu un choc cinématographique. Il a amené à verser dans le côté cinématographique de la chose. C'est vrai, alors qu'avant il se destinait plus au théâtre. Au théâtre, oui, tout à fait. Puis il a collaboré dans certains des scénarios. Alors il l'a dit récemment dans l'excellente vidéo de Combini Vidéo Club. J'ai pas regardé encore. Que l'expérience avait été très mauvaise sur le tournage de Paris Brûle-t-il de René Clément, puisque le producteur avait donné pour ordre à Coppola de ne pas montrer le scénario à René Clément, le réalisateur. Oula, oui, voilà, d'accord. donc c'est vous dire l'ambiance qui était formidable. Sa première œuvre notable comme réalisateur, mais bon, on va passer vite parce que je pense que peu de gens l'ont vu, remonte à l'ère de ses collaborations avec Corman, c'est Dementia 13. Oui. Puis ensuite, après son diplôme de fin d'études, il va se voir offrir les rênes de l'adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway, Finian's Rainbow, mettant en vedette Petula Clark dans son premier film aux côtés du vétéran Fred Astaire. Alors le film a de piètre mémoire, à ce qui paraît. Oui. Le résultat est une semi-réussite parce que je pense qu'il a quand même réussi à se rembourser, mais qualitativement, ce serait pas bon du tout. Hein. Coppola, on va résumer très rapidement. Quasiment, enfin, il y a énormément de films où il n'a jamais rencontré son public. C'est vrai. Et que ce soit des chefs-d'œuvre ou des mauvais films. Tout à fait. Et d'ailleurs, en 69, il fonde avec son ami George Lucas les studios American Zoetrope, qui existent encore à ce jour et qui distribuent, qui ont produit Megalopolis, qui sort demain. Et le premier film qu'ils vont produire, c'est THX 1138, le premier film de George Lucas, qui est un échec retentissant. Oui. Donc, du coup, il embarque pour un petit film de commande. Voilà, Le Parrain. D'après le roman de Mario Puzo, évidemment. Et on vous conseille l'excellente série The Offer, si vous voulez revenir sur toute la genèse de la création de ce film. C'est disponible, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur Paramount+. Tout à fait. C'est passionnant. Le Parrain n'aura plus aucun secret, puisque vous verrez notamment que Mario Puzo a galéré à réécrire le roman, toutes les intrigues avec la mafia et tout ça. J'en passe et des meilleurs, vraiment. The Offer, si vous êtes passionné du Parrain, c'est à voir. Mais bon, c'est un grand chef-d'œuvre qui est suivi par un second très grand chef-d'œuvre. Peut-être même que pour certains, il le surpasse. Pour moi, personnellement, il le surpasse d'une courte tête, mais je préfère le Parrain 2 au Parrain 1. Les deux œuvres sont récompensées par l'Oscar du meilleur film, ce qui est quand même assez remarquable pour deux suites d'avoir l'Oscar du meilleur film. Et le Parrain 2, en plus, lui fera gagner l'Oscar de la meilleure réalisation à Coppola. Donc, mais c'était pas gagné d'avance, il faut quand même le préciser quand même. Parce qu'il a imposé Al Pacino qui était pas connu, il voulait prendre Robert Redford au départ, je crois. Et donc il y a entre autres, parce que puis donc évidemment il voulait pas de Marlon Brando qui défrayait la chronique, qui était un peu has-been à cette époque-là. C'est Robert Evans qui ne voulait pas de Marlon Brando. Le producteur. Justement, c'est Coppola qui le voulait absolument. Ouais, il l'a imposé. Ouais. Robert Evans, personnage très compliqué qu'on reviendra un peu plus tard, on en parle un peu plus tard. Et on glisse juste que, juste avant tout ça, en plus, il avait regagné ses lettres de noblesse avec l'Oscar du meilleur scénario pour Patton, justement, qui avait permis aussi d'enchaîner. Tout à fait. Avec le Parrain. De Scheffner. Et d'ailleurs, qu'il a dit que la séquence d'ouverture de Patton, qui au début a failli être retirée, elle vient de lui. Oui, voilà. Il l'avait déjà dit en masterclass quand je l'avais vu au Festival Lumière, ça. Et entre les deux Parrains, Coppola a fait un petit film aussi, mais c'est un très très grand film, Conversation secrète avec Gene Hackman. J'allais oublier son nom, merci. Et le film avait vraiment marqué son époque puisqu'il était sorti quasiment concomitamment avec l'affaire Watergate. Cette affaire donc
Conversation secrète, c'est l'histoire d'un homme qui finalement est payé pour écouter. Et c'est son épouse, une histoire d'adultère. Oui, c'est une histoire d'adultère. Ouais. Alors je l'ai pas vu en entier, mais il faut que je m'y plonge. Il y a une séquence de paranoïa où il est persuadé qu'il y a un micro dans son appartement. Il déglingue son appartement. En comparaison avec le film de De Palma, Blow Up. Blow Up, ouais, tout à fait. Blow Up, tu le mets comment? Blow Up et il s'en est fortement inspiré parce qu'il était très fan de ce film en plus de ça. Blow Up est un immense chef-d'œuvre qui est beaucoup plus civilisé, on va dire. Conversation secrète, par exemple. Oui, pour moi. Pour moi, c'est le cas. Mais bon, Conversation secrète, il a quand même été nommé dans la catégorie meilleur film et il a remporté la Palme d'Or. Donc quand même 3 films, 3 beaux succès d'estime. Et puis là arrive le 4e. Apocalypse Now. Alors, plus gros succès critique et public, mais alors là, on va pouvoir en reparler parce que... Déjà, il a mis des plombes à pouvoir le réaliser, déjà. Et ça a été un tournage extrêmement compliqué, puisqu'il souhaitait donc transposer le livre de Conrad au cœur des ténèbres qui se passe au Congo, et il voulait le transposer au Vietnam. Mais à la base, George Lucas devait réaliser le film. Tout à fait. Et en fait, du coup, vu que Lucas avait décidé de réaliser en premier La Guerre des Étoiles, eh bien Coppola s'est coupé l'herbe sous les pieds. Voilà. Il y a eu quelques années de brouille entre eux. Oui, ils ne sont pas appréciés quelques instants. Bon, ils sont réconciliés, rassurez-vous. Le film a fait l'objet d'une production très difficile au cœur de la jungle des Philippines et a englouti plus de 30 millions de dollars. Bon, maintenant, ça fait rire. S'étalant sur 18 mois de tournage et nécessitant l'impression de plusieurs dizaines de kilomètres de pellicule. Oui. Alors, on va aller très rapidement, mais il y a eu un typhon. Martin Sheen a fait une crise cardiaque. Marlon Brando qui avait dit qu'il allait perdre du poids, il arrive obèse. Et il connaissait pas ses répliques. Il connaissait pas les répliques et il était drogué. C'est l'autre aussi, Dizzy Rider, mince, Dennis Hopper qui se rappelle même plus, je crois, du tournage tellement il était défoncé, un truc comme ça. Coppola aussi. Était raide. Coppola était complètement défoncé. Il a alterné entre des périodes d'euphorie et puis de dépression totale. Il y a un magnifique documentaire qui avait été réalisé par feu Madame Coppola, Hearts of Darkness, qui vaut Heart of Darkness, qui vaut je pense autant le coup que de voir le film Apocalypse Now. Vous regardez le film et vous regardez le documentaire. Le visionnage est nécessaire. Oui, et vous comprenez absolument tout ce qui s'est passé. C'est un choc visuel, Apocalypse Now aussi. Moi, j'adore. Il y a une ambiance. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que les scènes qui ont finalement eu le plus de succès ont été tournées par défaut. C'est-à-dire que parce qu'ils voulaient pas montrer trop Marlon Brando, donc ils le tournaient vraiment dans une pénombre. Il est à peine visible dans le film. Et en fait, c'est ce qui rend aussi encore le personnage encore plus intriguant dans le film, effectivement. Même quand la scène dans la version Redux, il lui fait lire le New York Times d'une manière assez inquiétante. Tout le film est bien préparé parce qu'on nous parle de ce fameux Kurtz, on voit juste une image de lui militaire. Et en fait, tout est amené pour cette figure mystique au bout du chemin, quoi. Mais c'est les aléas du tournage qui font que ça rend un truc mystique, effectivement. Parce que je pense que si jamais ils n'avaient pas été dans cet état second, je suis pas sûr que le rendu soit pareil. Ils se comparent souvent en disant on a refait le Vietnam, on est arrivé trop confiant avec trop de matériel, trop de personnes, on s'est dit on va faire un grand film. Et en fait, ils se sont embourbés un peu comme les militaires américains au Vietnam. C'est assez métaphorique, et puis en plus ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté de l'Indochine au départ qui était quand même c'est une guerre qui a été entreprise par les Français au départ, donc il y a le côté où quand ils se retrouvent chez les Français justement à un moment donné ils se retrouvent qui est une partie qui m'ennuie terriblement. Uniquement dans la version Redux. C'est très très intéressant dans la mesure où justement il y a un lien qui se fait entre les deux nations qui se sont retrouvées finalement dans cette partie-là du globe, et il y a des choses qui sont que Ventura devait jouer d'ailleurs. Oui, c'est un rôle qui avait été proposé à Lino Ventura qui a refusé. Ça je savais pas. D'accord. Il y a Aurore Clément qui joue dedans. Tout à fait. Qui joue une scène un peu sulfureuse. Mais à la fois, je trouve que ça amène, j'en parlais avec un ami, ça amène justement la scène où il se met à fumer le calumet de la paix avec la fille dans cette plantation, amène un peu l'état mental à laquelle il arrive chez Kurtz, en fait. Tout à fait. Ça explique un peu plus comment il a fait. Et même, il existe une version, logiquement, qu'on aura peut-être un jour, une version encore
plus longue que la version Redux. Ah, je suis pas sûr qu'on l'aura un jour parce que pour le coup, il a même proposé sa Final Cut qui est donc plus courte que la Redux parce qu'il a, en fait, c'est la version longue mais sans la scène de la plantation. Je sais pas et pourtant pourtant ils avaient de longueur de bobine pour faire. Ils auraient pu faire 10 films à mon avis. 250 heures d'image. Ouais, d'ailleurs, le chef monteur a perdu presque la raison. Il a menacé de brûler les bandes tellement il devenait fou. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que ça a réussi à être un succès et en plus un excellent film et public. Voilà. Et il a fait jouer d'ailleurs ses enfants dont je crois que c'est Roman Coppola quand ils étaient jeunes, donc justement quand ils se trouvent chez les Français où il récite d'ailleurs un poème de Baudelaire, l'Albatros. De toute façon, oui, il avait fait jouer aussi sa fille dans Le Parrain. On n'a pas de bébé. Ah bah tiens, je viens d'avoir un enfant. Il y a Sofia Coppola qui se fait c'est une histoire de famille Coppola. Parce qu'il expliquait en masterclass que en fait, pour lui, partir tourner loin sans sa famille, c'était pas possible. Ouais. Donc il fallait qu'il emmène sa famille avec lui, quitte à ce qu'il le voit quand même dans un état assez déplorable, malheureusement, pour Apocalypse Now. Donc là, on ne parle que du succès, mais hélas, la suite est beaucoup moins glorieuse, en tout cas côté public. Il continue donc en 1982 avec le film Coup de cœur, qui est une comédie musicale d'une certaine manière, dont à la photographie absolument dingue. La La Land s'est grandement inspiré de ce film qui est absolument formidable. Je vous invite à le découvrir avec Natasha Kinski par exemple. Mais le film est un désastre commercial à un point que Coppola est ruiné. Et donc une nouvelle fois, il accepte 2 films de commande. 2 films acclamés par la critique que sont Outsiders. Je recommande, j'ai beaucoup aimé Outsiders. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise avec des chicots. Patrick Swayze. Patrick Swayze. Je sais pas s'il y a pas Matt Dillon. Non, il y a c'est dans Rusty James. Non, il y a cet acteur qui est Rob Lowe. Rob Lowe. Il y a il y a Ralph Macchio de Karate Kid. Enfin voilà, le casting est dingue. Et juste après, il accepte Rusty James avec Matt Dillon. Il était en noir et blanc. Il était en noir et blanc, Rusty James. Il me semble que. Et il y a Nicolas Cage qui fait ses débuts aussi, justement. D'accord. Et Mickey Rourke et Matt Dillon. Il était découvert aussi un petit peu, mais il y a une belle ambiance là aussi dans Rusty James. Globalement, c'est des réussites, moi je trouve. Ce sont des réussites, mais ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Le film suivant, Cotton Club, que Robert Evans, le producteur du Parrain, devait réaliser, finalement sera réalisé par Coppola, mais il dira que l'expérience a été catastrophique parce que Robert Evans n'a pas arrêté de lui casser les pieds pendant tout le tournage. Ils voulaient plus travailler ensemble suite au Parrain 2 en fait. Ils s'entendaient plus, il y avait plus Al Rudy, enfin comme j'ai dit, vous verrez tout ça dans The Offer, qui faisait tampon entre les deux, ils pouvaient plus se blairer en fait. Et donc du coup ils ont retenté, mais voilà, ça n'a pas marché. Alors le film est validé par la critique, mais là encore au public, ça ne marche pas du tout. Criblé de dettes, il fait des films de commande, le court-métrage Captain EO avec Michael Jackson, pas de très grande mémoire, on va pas se mentir. Et il fait même un sketch du film New York Stories écrit par sa fille Sophia. Puis il va enchaîner des films de commande, Peggy Sue s'est mariée avec Kathleen Turner, Nicolas Cage, Sofia Coppola. Une bonne petite comédie. À noter que c'est à peu près la date, je crois que c'est 86. Tout à fait. Voilà, c'est la date à laquelle il a perdu un de ses enfants. Oui. Et ça a été assez douloureux, je suppose, pour lui. C'est ce qui expliquerait le virage dramatique du film qui commence comme une comédie très cocasse et la dernière heure est vraiment beaucoup plus sombre peut-être. J'irai pas au point d'être sombre. J'ai dû le voir, mais il y a très très longtemps. J'irai pas au point d'être sombre, mais en tout cas il y a plus d'humour, ça c'est sûr. En tout cas il y a un film qui fait référence à ça avec Val Kilmer à la fin. D'accord. Je crois, il me semble. En tout cas, les autres films, c'est Jardin de Pierre, Tucker, bref, à chaque fois. Alors, je crois que Peggy Sue s'est mariée, ça a plutôt bien marché, mais Jardin de Pierre et Tucker, non. Et puis. Tucker, je crois pas que c'est un film de commande, par contre, si je dis pas de bêtises. Alors, ils ont dit que si. Ah, d'accord. Ils ont dit que si. Mais, non, il a fait de certains films de commande. Non, en fait, c'est que c'était un film de commande, mais il les a transformés en film personnel. Il paraît que Tucker, c'est très bien. Je ne l'ai encore pas vu, mais par contre... J'ai très hâte aussi. C'est sur le créateur d'une bagnole, justement. Oui. Un peu en mode DeLorean, tu vois. Tout à fait. Et
Et puis, sous la contrainte, il accepte en 1990 de réaliser le 3e volet et dernier du Parrain 3. Alors, le film sera une semi-réussite que je me mets à publique. apprécier de plus en plus. Mais je trouve que c'est un très bon volet. La fin, c'est la meilleure fin de toute l'histoire du cinéma. Et puis moi, je trouve que la séquence de l'opéra est une exemple de maestria. Pour moi, c'est ouais. Oui, c'est la meilleure fin du cinéma. Ah, mais c'est l'une des meilleures séquences. Il n'y a pas mieux. Mis en scène par Coppola. Par contre, j'ai un peu de mal avec sa nouvelle version Coda. Que je n'ai pas vue. Le problème, c'est qu'il y a retrifouillé un peu. Ça améliore certaines choses, mais ça coupe ma fin parfaite, je trouve. Et bref, la fin du Parrain 3, pour moi, c'est intouchable. En termes d'émotion et tout, c'est... Ah ouais, c'est clair. Et puis, autre grand succès, 92, Dracula adapté de l'œuvre de Bram Stoker. Fameux Gary Oldman, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, il a réussi à réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la partie Hammer avec Christopher Lee, mais surtout visuellement la partie Bela Lugosi, Universal Monsters. Les bases sont Universal Monsters, mais avec le style Hammer, en fait, à deux moments différents du film. Puisque tu as vraiment des scènes avec les ombres sulfureuses aussi. Oui, sulfureuses, oui. Avec Monica Bellucci. Exactement. Winona Ryder. Winona Ryder. Tiens donc. Et pas le meilleur de Winona Ryder et pas le meilleur de Keanu Reeves non plus, on va dire. Non, mais c'est pendant ce tournage-là qu'ils sont tombés amoureux tous les deux. Mais ils n'ont jamais concrétisé leur amour. Qui, Winona Ryder et Keanu Reeves. Il a fait le même coup avec Sandra Bullock. Et il a fait le même coup, mais je pense que Keanu Reeves a dû tomber amoureux et je le comprends, de toutes ces... Et réciproquement. Toutes ces actrices. Mais par contre, oui, je trouve vraiment que mêler les styles avec énormément... je pense qu'il y a très peu d'effets spéciaux dans ce film. Dracula, c'est vraiment un chef-d'œuvre en termes de réalisation, d'hommage de tout ce qu'il arrive à faire. C'est magnifique. Puis tout ce qu'il raconte aussi de l'histoire du cinéma. Et Hopkins en Van Helsing, excellent choix. Cabotine bien. Oui. Il le fait bien. Mais parce que Hopkins, quand il joue mal, il joue bien. Oui. Il joue bien mal. Non, mais c'est vraiment cette histoire d'amour à travers le temps, c'est une des meilleures versions de Dracula. Oui. Et les plus accessibles. Et qui a relancé pour les années qui ont suivi le genre du vampire. Je pense que s'il n'y avait pas eu Dracula, il n'y aurait pas eu Entretien avec un vampire. Oui, et ni Mary Shelley Frankenstein, qui est produit par Coppola. Qui est produit par Coppola et réalisé par Kenneth Branagh. Moi, j'aime bien. Qui est bien, mais qui ne vous attendez pas à un même niveau de qualité que Dracula. Disons que... ça en aura fait couler de l'encre, ce Dracula. Et du sang aussi, évidemment. Oui. Mais c'est subtil, c'est charmant, c'est vraiment à voir. On va aller très très vite sur les autres films qui sont moins connus. Il y avait Jack, un film de commande pour Disney, où Robin Williams joue du coup un enfant qui en fait voilà, c'est qu'il a un corps d'adulte. Alors je sais pas pourquoi, gamin, j'avais l'impression que ce film avait une très mauvaise réputation, et quand j'ai découvert peut-être une dizaine d'années, j'ai trouvé que c'était absolument émouvant. Il est un registre très émouvant quand il veut, Robin Williams. De toute façon, Robin Williams, moi, dès qu'il commence à partir un petit peu dans le drame, il me fait chialer. C'est très très beau. Et puis il y avait Jennifer Lopez en institutrice. Voilà, ça en convaincra certains. Autre film, sinon, que je n'ai pas vu, L'Idéaliste avec Matt Damon, qui a adapté un livre de Grisham. J'avais bien aimé. D'accord. Et puis ensuite, il faudra attendre 2007 pour qu'il revienne à la réalisation avec L'Homme sans âge avec Tim Roth, que je n'ai pas vu non plus. Là encore, ce n'est pas un succès, ça bide. Il sort Tétro, beaucoup plus acclamé par la critique et les spectateurs, un film en noir et blanc avec Vincent Gallo. Et il a proposé son dernier film avant Megalopolis, qui sort demain, Twixt, un film de vampire, encore une fois, qui sort en 2011 avec Elle Fanning et Val Kilmer. Je l'avais vu en fait, mais il y a longtemps, et c'était pas bon. Il paraît, hein. Oui, parce que je me rappelle, j'avais vu ce truc, et c'est vraiment mauvais, je crois que je l'ai même pas fini. Et donc, du coup, demain sort son projet qu'il avait Megalopolis en tête depuis de nombreuses années. Alors, on va pas se mentir, à Cannes, il a eu un accueil assez froid, voire très 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 mitigé. Donc, c'est à nous de voir à partir de demain si Coppola est de retour, si Coppola a vraiment signé une dernière œuvre majeure, ou une œuvre incomprise en 2024, mais qui gagnera à être redécouverte dans quelques années, ou alors juste un ratage.
J'espère que ce ne sera pas la dernière option. On boira son vin qui est plutôt bon. Ah oui, c'est vrai que tu as bu son vin. J'avais un copain qui m'avait ramené une bouteille de Coppola et franchement pour du vin californien, c'est D'ailleurs, très je bon. pense que c'est comme ça qu'il a pu s'en sortir parce qu'il expliquait bien qu'il n'a jamais compté sur le cinéma pour vivre. Bon, c'est plutôt qu'il avait, il y avait ça, et puis surtout c'est qu'il avait tendance à être ruiné à chaque fois. Alors il faut faire du coup une soirée avec du parce vin. qu'il prenait des risques vraiment. Il est jamais tombé dans la convention, dans le côté conformiste des choses. C'est vrai qu'en plus, j'en parlais avec un ami une fois de plus. Définissez-moi le style de réalisation de Coppola. Si vous y arrivez, vous êtes très fort. Lyrique, envolé, onirique. Moi, je pense qu'il y a une part comme ça. Oui, mais en termes de mise en scène, quelque chose que si, justement, parce que et d'ailleurs, il y a souvent la part du rêve, c'est vrai. Dans Peggy Sauce et mariée, je l'ai ressenti. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était très proche de l'opéra. Donc, ce qui explique un petit peu aussi, tu parlais du Parrain 3 et avec le final avec l'opéra, il était très très amoureux de l'opéra. Il avait son père qui était premier flûtiste dans un orchestre. Il était très très fier de son père et il adorait ce monde-là également. Et comme il était jeune avec une maladie, la poliomyélite, il était atteint de polio. Il était alité pendant très longtemps. Voilà, il a développé tout un imaginaire, tout un univers très interne, on va dire très intérieur, qui a sans doute amené à ce qu'il ait ce style, on va dire, dans ses productions et puis dans ses réalisations. Moi, je trouve vraiment que c'est le fait qu'il n'ait pas de style précis, tu vois. Il y a des thèmes récurrents. Ouais, mais comparé à ses copains du Nouvel Hollywood, c'est beaucoup moins identifiable. Je suis pas en termes d'accord. de mise en scène. Non, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Suis d'accord. Il est plus, il est plus subtil. Il est plus subtil, mais il change à chaque fois. Par exemple, Scorsese, tu pourrais retrouver des plans séquences, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses que tu retrouves facilement. De Palma, t'as le split screen, les choses comme ça. La double bonnette. Demi-bonnette, le machin. De Coppola, franchement. Il y a des thèmes récurrents. La famille, pour moi, la famille. Oui, à la rigueur, la famille, mais je veux dire, en termes de mouvement, de caméra, de choses comme ça, c'est quasiment. Ouais. Non, c'est à creuser. C'est à creuser. Oui. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous vous conseillons de redécouvrir la filmographie ou de découvrir la filmographie de Francis Ford Coppola, un immense réalisateur qui, nous avons la chance, nous délivre un nouveau film à partir de demain, Megalopolis. Côté radio, programmation demain, il n'y aura qu'une seule émission, c'est Destination Bien-être, présentée par Anaïs de 13h à 14h. Et évidemment, on ne pouvait pas finir cette émission sur Francis Ford Coppola avec Brucia la terre. Il aime bien Guillaume quand je fais mon accent italien. Brucia la terre. Moi j'aurais passé la musique de fin qui est la version chantée du thème Cantare du Parrain. Alors ça nous vient du Parrain 3, mais cette version est signée par Andrea Bocelli. Donc c'est une version un peu plus récente. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien et allez au cinéma. Belle toile. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.